Le soleil de la fin de matinée traversait les grandes vitres lavées de l'hôpital, jetant une lueur presque poétique sur le carrelage un peu usé du couloir. C'était un jour particulier, un de ces jours où le quotidien bascule doucement vers l'inconnu. Clara Saunier rangeait ses dernières affaires avec une lenteur calculée, savourant chaque instant de ce départ imminent. Elle quittait officiellement le service pour rejoindre la prestigieuse clinique Saint-François, une opportunité qu'elle attendait depuis longtemps, même si une pointe de nostalgie venait pincer son cœur. Autour d'elle, l'agitation habituelle semblait s'être calmée pour lui laisser le champ libre. Elle regarda ses collègues, un sourire mystérieux aux lèvres, et rompit le silence d'une voix faussement détachée en annonçant qu'elle partait enfin pour ce nouveau poste. Elle ajouta, avec une ironie affectueuse, qu'elle savait à quel point cela rendait tout le monde triste, demandant au passage si quelqu'un pouvait lui céder sa place de parking ou s'il restait de l'argent sur leur carte de cantine. C'était sa manière à elle de masquer son émotion, de voir si son absence allait laisser un vide. Elle constata à voix haute que leur tristesse apparente lui faisait chaud au cœur. Jamel, qui passait par là avec son pas chaloupé et son éternel air malicieux, ne put s'empêcher de répliquer en l'appelant chérie, s'amusant du fait qu'elle n'avait de toute façon jamais eu de place de parking attitrée. C'était une petite pique amicale, une de celles qui rythmaient leur journée de travail. Mais l'ambiance changea rapidement lorsque les collègues s'approchèrent, les mains derrière le dos, dissimulant un grand objet mystérieux. Ils avaient préparé une surprise, un cadeau d'adieu pour marquer le coup et célébrer ce samedi particulier qui scellait la fin d'une époque. Le paquet était grand, plat, emballé avec soin. C'était un joli cadeau, un geste sincère qui toucha profondément la jeune femme. Quand elle commença à déchirer le papier, un murmure de curiosité s'éleva. L'objet apparut enfin, révélant une surface surprenante, presque abstraite. Jamel, toujours prêt à plaisanter pour détendre l'atmosphère, déclara en riant que cela ressemblait à un mercurochrome blanc, ajoutant avec un humour absurde que si cet objet finissait par l'ennuyer, elle n'aurait qu'à le brûler ou le noyer sans que personne ne s'en soucie. Le geste était fait, le souvenir était scellé. Clara, touchée mais fidèle à son tempérament fort, sortit alors un document officiel de son sac et le posa sur le comptoir. C'était sa lettre de démission en bonne et due forme. Elle expliqua qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'y intéressait soudainement, affirmant que tant qu'elle partait, ou même si elle restait, l'indifférence générale semblait régner. Jamel, touché malgré ses airs désinvoltes, lui demanda d'arrêter de dire des choses pareilles. Curieuse, elle lui demanda s'il était véritablement triste de la voir partir. Avec sa franchise habituelle teintée d'une feinte indifférence, il avoua que là, tout de suite, la tristesse ne se faisait pas encore sentir, mais que cela ne saurait tarder et que le sentiment viendrait bien assez vite. Clara soupira doucement, confirmant que c'était exactement ce qu'elle pensait, ironisant sur le fait qu'il lui tardait de partir puisque rester n'avait plus aucun sens, allant jusqu'à dire avec une exagération théâtrale qu'il n'y avait plus d'intérêt à vivre ici. C'est à ce moment précis que Madame Micheline Prel, une habituée des lieux à l'œil aiguisé et au port altier, fit son entrée dans la pièce. Clara, voulant partager son scepticisme sur le cadeau, montra la grande toile blanche à la vieille dame, soulignant que ce présent offert par les garçons ne s'accorderait absolument pas avec sa collection personnelle de clowns tristes de Bernard Buffet. Elle rappela à Madame Prel, qui était déjà venue chez elle, à quel point son intérieur était codifié. Mais la vieille dame, examinant l'objet avec une attention soudaine, fit remarquer que le blanc offrait l'avantage de s'accorder avec absolument tout et que cela permettrait enfin d'avoir un joli petit morceau de mur débarrassé de ces fameux clowns. Clara ne put s'empêcher de sourire face à cette répartie toujours bien placée. Profitant de la discussion, elle s'enquit de la santé de la vieille dame, demandant si Sabri ne se montrait pas trop envahissant ou pesant ces derniers temps. Madame Prel, avec une indulgence maternelle et une grande sagesse, reconnut que le jeune homme était parfois un peu lourd, mais qu'au fond, c'était un excellent garçon qui n'avait probablement pas dû avoir la vie facile tous les jours. Elle philosopha sur la nature humaine, expliquant que l'on ne prêtait souvent pas assez attention aux autres et que c'est précisément lorsqu'on se sent délaissé que l'on réalise à quel point on a besoin d'être aimé, voire parfois étouffé par l'affection des siens. Soudain, le regard de Madame Prel se figea sur la toile blanche. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement. D'une voix vibrante, elle demanda à Clara si ce qu'elle tenait entre les mains n'était pas un authentique tableau de Ramsay. Clara, surprise par cette réaction disproportionnée, répondit avec innocence que ce n'était rien de tout cela,
juste un simple objet que ses collègues lui avaient offert pour célébrer son départ. Mais Madame Prel insista, certaine de son fait, affirmant qu'il s'agissait sans l'ombre d'un doute d'un chef-d'œuvre de Ramsay. Clara, amusée et incrédule, avoua en riant qu'elle croyait jusqu'alors que cette toile blanche n'était rien d'autre qu'une radiographie du cerveau de ses collègues tant elle paraissait vide. Curieuse malgré tout, elle demanda sans vouloir paraître indiscrète quelle pouvait bien être la valeur d'une telle œuvre. La réponse de Madame Prel tomba comme un coup près, estimant la valeur de la toile à environ 20 000 francs. Ce chiffre résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. 20 000 francs pour une toile qui semblait vierge. Clara fit répéter le montant pour être certaine d'avoir bien entendu, et la vieille dame confirma avec assurance la somme impressionnante de 20 000 francs. Prise d'un élan soudain, Madame Prel demanda alors un immense service à Clara avant son départ définitif de la maison. Elle la supplia de décrocher un des clowns immondes de Bernard Buffet qui ornait le mur pour mettre le précieux Ramsay à la place, affirmant que les clowns pouvaient bien attendre et que, de surcroît, ils étaient d'une laideur consommée. Pendant ce temps, la nouvelle de la valeur astronomique du tableau commença à se propager dans les esprits. Clara, touchée par ce qu'elle croyait être une générosité sans borne de la part de ses collègues, alla retrouver Jamel pour le remercier chaleureusement pour ce cadeau inestimable. Jamel, ignorant tout de la valeur réelle de l'objet, balaya ses remerciements d'un revers de main, affirmant que c'était tout naturel et que cela leur avait fait un immense plaisir. Mais Clara insista, soulignant que le geste était colossal et qu'ils avaient dû se ruiner pour elle. Jamel, toujours magnanime sans savoir à quel point il s'engageait, répondit que cela les regardait et que s'ils devaient manger des pâtes pendant 6 mois pour assumer ce choix, c'était leur problème exclusif. C'est alors que Clara lâcha le morceau, évoquant la somme de 20 000 francs et s'étonnant qu'ils aient pu casser leur compte d'épargne pour un tel achat. Le visage de Jamel se décomposa instantanément. Répétant le chiffre avec une incrédulité grandissante, il tenta de se rassurer en demandant si elle ne parlait pas plutôt de 20 000 dirhams ou de 20 000 dinars, des monnaies qui auraient rendu la somme plus digeste. Mais Clara fut catégorique, confirmant qu'il s'agissait bien de 20 000 francs. Paniquée, Jamel voulut savoir d'où tenait-elle cette information aberrante. Lorsqu'elle révéla que c'était Madame Micheline Prel qui l'avait affirmé, Jamel tenta de discréditer la vieille dame, demandant ce qu'elle pouvait bien y connaître en matière de cadeaux d'art. Clara répliqua que si Madame Prel n'était peut-être pas une experte en cadeaux, elle s'y connaissait en revanche parfaitement en objets de valeur et en voitures, confirmant la justesse de l'estimation de 20 000 francs. L'angoisse s'empara alors de Jamel. L'idée d'avoir offert une fortune par inadvertance lui devint insupportable. Faisant volte-face avec une maladresse touchante, il s'approcha de Clara et lui suggéra, au cas où elle déciderait finalement de ne plus partir pour la clinique Saint-François, de leur rendre tout simplement le tableau. Mais la décision de Clara était prise et scellée, elle réaffirma sa volonté de partir pour Saint-François. Jamel commença alors à supplier, oubliant toute fierté, demandant à Clara de ne pas faire n'importe quoi et de rendre la toile. Dans un quiproquo mémorable, Clara crut déceler dans cette insistance soudaine une preuve d'amour caché. Elle avoua qu'elle ne savait pas qu'il nourrissait de tels sentiments pour elle, croyant jusqu'ici qu'elle ne faisait que l'énerver. Jamel, pris au piège de ses propres contradictions, admit qu'elle l'énervait effectivement, mais qu'il adorait ces moments de complicité brute où elle lui ordonnait de se taire parce qu'elle travaillait. Il se souvint avec une nostalgie comique de ces instants précieux où elle haussait le ton, réalisant la pudeur de leurs échanges passés. Clara, touchée par cette déclaration biaisée, qualifia sa réaction de pudique, mais Jamel, perdant patience face à la perspective de perdre les 20 000 francs, abandonna toute romance et lui ordonna plus crûment de rendre le tableau. Devant le refus de Clara, une idée désespérée germa dans l'esprit de Jamel pour bloquer ce départ et récupérer le trésor. Il décida de saboter la réputation de Clara auprès de sa future clinique. S'emparant du téléphone, il composa le numéro de la clinique Saint-François. Se faisant passer pour un représentant de la maison Nicolas, il affirma avec un aplomb incroyable qu'ils avaient une 50aine de bouteilles de vin à livrer au nom de mademoiselle Clara Saunier. Feignant de s'étonner de la commande, il lança au secrétaire au bout du fil que Clara était une alcoolique notoire, consommant un minimum de 9 à 10 litres de vin par jour, et que lorsqu'elle venait à en manquer, elle se tournait vers l'éther tant sa folie était grande. Se reprenant pour ne pas paraître trop suspect, il atténua ses propos en disant que c'était une bonne vivante, tout en insistant sur le caractère excentrique de la jeune femme.
Pendant que ce complot financier se nouait dans les couloirs, une toute autre intrigue se jouait dans une pièce voisine, centrée sur l'art dramatique et la rivalité artistique. Sabri et Aimé s'étaient lancés dans un projet de répétition théâtrale pour aider Micheline Prel, mais la situation tournait rapidement à la farce. Aimé arborait une perruque improbable, une chevelure postiche qui, selon lui, était absolument indispensable pour entrer dans la peau du personnage. Sabri, quant à lui, refusait de porter un tel accessoire, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cela pour se ridiculiser. Aimé, imperturbable, tenta de le convaincre que sans les accessoires appropriés, la magie du théâtre ne pouvait pas opérer, lui assurant que cette perruque allait grandement l'aider pour la suite. Sabri, sceptique et impatient, demandait sans cesse quand cette aide magique allait se manifester. Se plongeant soudainement dans son texte avec une emphase tragique et un vocabulaire d'un autre siècle, Sabri commença à déclamer sa tirade, accusant son interlocuteur d'avoir ourdi un complot de la plus sordide des manières. Il poursuivit en disant qu'il pourrait en deviser jusqu'à leur minet, avant de se faire corriger immédiatement par Aimé qui rectifia le mot en minette. Sabri, reprenant le fil de son texte dramatique, ordonna alors de mettre à l'abri quelques pistolets, mais Aimé l'interrompit brutalement en criant de s'arrêter. Contre toute attente, Aimé prit le relais et prononça le mot aimé avec une telle justesse et une telle intensité que Sabri en resta bouche bée. Subjugué, Sabri reconnut le génie de son camarade, affirmant qu'il n'avait jamais vu une telle performance et qu'Aimé jouait divinement bien. Aimé, modeste, attribua tout le mérite à l'effet magique de la perruque, estimant que Sabri ne s'en rendait simplement pas compte. En revanche, le compliment fut de courte durée puisqu'Aimé ajouta immédiatement que Sabri, de son côté, jouait comme une patate. Cette comparaison légumière vexa profondément Sabri, qui y vit l'effet néfaste de sa propre médiocrité théâtrale. Aimé insista, lui demandant quand il se déciderait enfin à sortir ses tripes sur scène, pointant du doigt son manque cruel de charisme. Sabri, piqué au vif, fit l'inventaire ironique de ses défauts, s'accusant d'être un comédien lamentable, d'avoir autant de présence qu'une vieille armoire et de balancer ses répliques sans aucune âme. Aimé confirma sans ménagement qu'il était effectivement une mauvaise comédienne et que toute cette entreprise n'avait pour but que de l'aider à s'améliorer. Micheline Prel, qui assistait à la scène, prit alors la parole pour déclarer qu'elle trouvait le jeu d'Aimé absolument génial, au point qu'elle préférait désormais que ce soit lui qui la fasse répéter pour son propre rôle. Cette annonce provoqua la jalousie immédiate de Sabri. Micheline, ignorant la frustration de Sabri, se dit persuadée qu'Aimé possédait une solide expérience théâtrale cachée derrière lui. Aimé, un peu embarrassé, finit par avouer qu'il avait effectivement joué une fois le rôle de Bagadule le chou-fleur lors d'un spectacle de fin d'année alors qu'il n'avait que 8 ans. Il se souvint avec tendresse de son costume en papier crépon coloré et du plaisir qu'il avait eu à l'époque. Sabri, y voyant une occasion de se moquer, le poussa à interpréter à nouveau ce fameux personnage pour s'amuser. Bien qu'Aimé ait prétendu avoir oublié le texte depuis le temps, les encouragements chaleureux de Micheline lui donnèrent le courage nécessaire pour se lancer. Prenant une grande inspiration et adoptant une voix enfantine et enjouée, Aimé commença sa tirade, se présentant comme Bagadule le chou-fleur, en route pour rendre visite à son grand ami Patachou qui habitait dans un champignon. Cherchant son ami du regard, il constata qu'il n'était pas dans sa maison et supposa qu'il était peut-être parti se promener du côté de la rivière, invitant le public imaginaire à s'y rendre ensemble dans un grand tourbillon magique. La performance fut accueillie par les applaudissements enthousiastes de Micheline, qui qualifia la prestation de formidable, fraîche et parfaitement en place. Cette complicité naissante agaçait prodigieusement Sabri, qui y voyait une trahison et une maladie contagieuse de l'esprit. Micheline Prel, totalement conquise par le talent de Bagadule le chou-fleur, demanda formellement à Aimé de devenir son répétiteur attitré, lui promettant que les séances seraient moins intensives afin de respecter son planning avec les malades de l'hôpital. Sabri tenta d'intervenir, affirmant qu'Aimé avait fait cela uniquement à l'instinct, au pifomètre et par pure improvisation, et que la véritable technique dramatique résidait en lui, Sabri. Mais Micheline, insensible à ces arguments, demanda poliment mais fermement à Sabri de les laisser travailler en tête-à-tête. Vexé et humilié, Sabri quitta la pièce en lançant une obscure menace, affirmant qu'ils allaient amèrement le regretter. Aimé tenta de tempérer les choses, criant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui voler sa place ou sa gloire, mais Sabri lui lança de loin d'aller faire son chou-fleur avec sa perruque et de le laisser tranquille. Micheline, ravie de la tournure des événements,
rappela à Aimé leur rendez-vous fixé à 3 heures pour leur première véritable séance de travail. Aimé accepta avec enthousiasme, savourant sa victoire d'un jour. Pendant ce temps, la machination de Jamel contre Clara reprenait de plus belle. Bien décidé à enfoncer le clou pour s'assurer que la clinique Saint-François rejette définitivement la candidature de la jeune femme, il s'empara à nouveau du téléphone pour passer un second appel. Cette fois-ci, il changea de stratégie et d'identité, se présentant comme un responsable du centre Marmottan. D'une voix grave et concernée, il annonça qu'un lit de désintoxication venait tout juste de se libérer pour la méthadone au nom de mademoiselle Clara Saunier. Pour lever tout doute chez son interlocuteur, il affirma avec force qu'il était indéniable que Clara était une grande droguée, prétendant avoir sous les yeux un dossier énorme, un véritable manuscrit de sa vie d'excès. Poussant le mensonge jusqu'au ridicule, il inventa même l'existence d'un livre autobiographique fictif qu'elle aurait écrit, intitulé Clara, 11 ans, droguée et prostituée. Il prétendit avoir lu cet ouvrage bouleversant, affirmant en avoir pleuré toutes les larmes de son corps jusqu'à en perdre la raison, espérant ainsi dresser un portrait tellement sombre de la jeune femme que la clinique refuserait catégoriquement de l'accueillir dans son personnel soignant. De retour dans la salle de répétition, Aimé commençait à ressentir une certaine pression face à son nouveau rôle de mentor théâtral. Il confia à Micheline, avec une honnêteté désarmante, qu'il ne se